est-ce que l'intégration en France peut impliquer une certaine désintégration chez soi? Ça dépend de quelle génération d'immigrés on parle. Est-ce qu'on parle on va dire des indigènes français comme moi, nés sur le territoire mais qui ont des origines ivoiriennes, donc indigènes au terme littéral, pas au terme je sais pas moi, on comprend, d'accord. Ou est-ce qu'on parle de personnes qui sont venues comme Elgas en tant qu'étudiants? Est-ce qu'on parle aussi, on fait attention à la chronologie, comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur le Consul? Est-ce qu'on parle, je sais pas moi, de l'immigration immédiatement après l'indépendance, ou est-ce qu'on parle des personnes qui sont venues dans les années 70 ou plus récemment dans les années 90? Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour essayer d'explorer, de sonder cette question de la désintégration. La désintégration, à mes yeux, ne peut être causée que par le mal-être et par le fait de se laisser submerger par des forces qui existent, qui sont très puissantes, mais qui ne sont pas du seul fait des Africains ou des immigrés. C'est-à-dire que la conception de l'Eldorado, le meilleur qui se trouve ailleurs, il est co-construit. Il y a d'un côté le fantasme des Ivoiriens, des Sénégalais, des Africains du continent, mais il y a aussi un discours occidental qui est produit depuis l'Occident et qui s'exporte dans le monde entier et qui s'est exporté depuis des siècles. Et même si, Elgas, tu dis que il y a eu toutes ces contributions artistiques, intellectuelles qui ont tenté de défaire cette mythologie, il y a eu dans le même temps et de manière beaucoup plus puissante tout ce qui a contribué à l'élaboration de ce mythe occidental comme l'Eldorado. Donc la désintégration, elle peut se produire, et elle s'est produite quand on est happé par une sorte de discours dominant et qu'on n'a pas eu le loisir, qu'on n'a pas eu le choix, qu'on n'a pas eu les moyens de questionner et de rejeter. Juste pour finir, parce que je voulais y revenir tout à l'heure quand Elgas a parlé de la question de du peuple juif et la question de la diaspora. Et ce peuple juif disséminé, c'est vraiment la diaspora modèle dans les études en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire, c'est la diaspora de départ. Et on parle donc de la dispersion d'Israël, comme dans la Bible, à travers le monde. Évidemment que les Juifs à travers le monde ont pu s'intégrer dans des sociétés d'accueil à différents degrés, mais et c'est là qu'on revient à ce que tu demandais, Ophélia, sur la question du retour. Pour moi, cette communauté-là, elle cristallise et elle illustre les difficultés du retour. Donc, même s'il y a eu des points d'intégration et des moments et des lieux d'intégration, l'exemple parfait, c'est l'établissement de la nation-État Israël, qui met de manière très concrète, donne forme à un imaginaire, à une volonté de retour, et voyons ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que de l'agression, de la dispersion, de la catastrophe, peut être envisagé par toute la tradition sioniste un retour dans la terre d'origine qu'on a perdue il y a très longtemps, sauf que cette terre de retour, elle n'était pas vide. Et sur cette terre que trouvent des populations qui n'ont rien à voir ou qui ne croient absolument pas à cet imaginaire, à cette histoire. Et donc, pour moi, c'est l'exemple parfait du retour et de toutes les questions qu'il soulève. On retourne, on revient à quel prix, dans quelles conditions et quels sont les droits que l'on a, et au nom de quoi. Et si cet imaginaire et ce discours n'est pas partagé, évidemment, il y aura des problèmes d'ampleur, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Donc, il y a le peuple d'Israël, et ensuite, il y a l'État-nation d'Israël. Quand on pense à ces retours-là, c'est vraiment ce qui va en parallèle entre l'imaginaire et le concret, l'imaginaire et le géopolitique. Et là, c'est vraiment des situations qui sont très explosives. Je sais même pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est ce que je voulais dire en tout cas. Oui. Cette première étape avec Monsieur le Consul, ça va être des questions très précises, des questions pratiques.
Comment est-ce que la Côte d'Ivoire attire ses enfants prodiges? C'est-à-dire que ceux de la diaspora, comment est-ce que au niveau peut-être que c'est pas au niveau du consulat, mais comment des choses sont mises en place pour les accompagner, les préparer au retour? Peut-être qu'ils veulent venir investir, peut-être qu'ils veulent venir juste travailler dans des entreprises. Est-ce qu'il existe des programmes, des initiatives pour les accompagner? Malheureusement, un peu plus tard, ça commence en 2011. Les initiatives réelles au niveau de l'État par rapport à l'intégration de la diaspora dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. On a mis en place le ministère, une direction générale spécifique. On a mis ensuite en place des guides de retour à destination des Ivoiriens de l'extérieur. On a créé des guichets au niveau du CPC pour la création d'entreprises. Il y a des initiatives de l'État. Moi, je pense pas que le problème soit là en tant que tel, mais on doit aller beaucoup plus loin que ce qui a déjà été fait. Il faut continuer avec ce qui se fait en place avec le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui a une structure qui vient aujourd'hui de travailler sur un projet de cartographie de la diaspora. Il y a eu un fonds d'investissement en faveur des Ivoiriens de l'extérieur pour ceux qui veulent venir investir. Il y a des recrutements qui se font sur appel à candidature. Moi, je pense que c'est très bon, les recrutements par appel à candidature, parce que ça permet d'aller au niveau de la diaspora et puis de choisir le meilleur talent pour qu'ils viennent travailler au profit de l'État. On a recruté énormément de personnes dans ce domaine, mais moi, je pense que il y a d'autres choses à faire. Et puis moi, comme on l'a fait la semaine dernière à Paris, on fait généralement des propositions à l'État pour certains secteurs où on pense qu'on est un peu à la traîne, notamment sur l'investissement. Il faut aller beaucoup plus loin au niveau de l'investissement, continuer, ouvrir certains examens ici aux Ivoiriens de l'extérieur. Et puis, il y a une question fondamentale. Je vais terminer sur cela. La Côte d'Ivoire n'admet pas la double nationalité. Elle peut être un frein quand même à la réintégration des Ivoiriens de l'extérieur de retour. Donc, c'est un élément important à tenir, dont il faut prendre en compte, qu'il faudrait prendre en compte. Ouais. Est-ce que vous organisez parfois des rencontres de ce type où on écoute les membres de la diaspora, leurs problématiques? Est-ce qu'on a ce genre d'activité là qui s'organise? Bien sûr, même aujourd'hui à Paris, on a un événement sur d'ailleurs le logement. D'ailleurs, je t'ai invité à cet événement, dont je vais participer en vidéo tout à l'heure à cet événement qui est sur l'investissement dans le domaine de l'immobilier. On reçoit aussi énormément des stagiaires de la diaspora pour pouvoir leur permettre de comprendre ce qui se passe dans le travail de consulaire, dans le travail de la diplomatie, ce qui se fait essentiellement en interne, ce qu'on fait. Et puis, on fait des rencontres régulières avec des artistes de la diaspora pour essayer de comprendre ce qui se fait. On va faire bientôt des expositions de certains peintres ivoiriens. Il y a énormément d'initiatives en ce qui concerne les ambassades et les consulats vis-à-vis de la diaspora ivoirienne, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de diaspora. Les talents sont multiples et divers. Il faut pouvoir intégrer chacun des talents dans les processus qui se mettent en place. Moi, il y a juste un élément que je dois dire pour terminer. Je vais le dire encore. Je comprends souvent les déceptions, les difficultés d'intégration lorsque les personnes reviennent en Afrique. Ce n'est pas qu'on le prend avec légèreté. Mais moi, j'ai besoin aussi que les gens comprennent que rien ne se fait facilement. Moi, je suis parti en Angleterre. Quand je suis revenu ici, un simple compteur d'électricité, je savais pas comment le mettre. Je parle même pas d'abord de l'intégration de la société. Je parle de quelque chose de si basique que je ne savais pas. Au moment où je partais, j'avais jamais eu la charge de mettre un compteur d'électricité. Quand je reviens, je me retrouve comme si je suis dans un pays étranger qui est pourtant mon pays. Je n'ai pas l'histoire de Maboula, qui est une histoire complètement différente. Moi, j'avais mon histoire. J'estimais que la Côte d'Ivoire, c'était chez moi. N'empêche que quand je reviens, j'ai plus de repères. J'ai pas les meilleurs amis que j'avais. J'ai tout perdu. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. C'est un recommencement. Donc, il faut que la diaspora, elle se mette en tête que lorsqu'elle va revenir, oui, elle peut rencontrer des défis. Mais ces défis ne constituent pas des freins des États. Ces défis peuvent constituer des freins d'individus à l'intérieur de la société, mais c'est ensemble qu'on met fin à ces différents défis. C'est pas en relâchant, en disant qu'on retourne. On retourne où? Aujourd'hui, dans une société occidentale dans les notions qui commencent aussi, je veux pas parler de droitisation, mais en tout cas, il y a quand même un petit recul en Europe. Il faut pouvoir en tenir compte et puis prendre en compte les différentes diasporas, quelles qu'elles soient, dans le développement de nos États. On ne peut pas faire sans ces diasporas. On ne peut pas juste les ignorer. On doit leur offrir une opportunité aussi d'un retour. Alors, merci à chacun de nos intervenants. On n'a pas fini. On va se tourner vers le public. J'ai vu tout à l'heure Monsieur Devant qui
voulait absolument intervenir. Ça le brûlait là. Est-ce qu'on peut lui donner un micro et juste après lui, on va prendre d'autres interventions, peut-être des questions, des témoignages aussi des expériences de personnes de la diaspora, les difficultés peut-être qu'elles rencontrent, les avantages aussi dont elles ont bénéficié. Monsieur, n'hésitez pas à vous présenter. Monsieur Gaoussou Karamoko, directeur général des Ivoiriens les Sérieux, précédemment directeur de la diaspora, on va dire ça comme ça. Alors, il y a trois choses sur lesquelles je vais intervenir. La première, c'est la diaspora, qu'est-ce que c'est? Et quand on a écouté madame, j'avoue qu'on allait de complexité en complexité, au point qu'à la fin, il y a le risque de partir d'ici sans se dire ce que c'est finalement la diaspora. Et ça, c'est deux. De deux, la notion de science a collé à la définition de diaspora. C'est-à-dire, quand on dit que c'est une définition scientifique, on exclut d'office, et c'est ça le péché à mon avis, la relativité. Le principe de la science, c'est sa relativité. Elle est vraie parce qu'elle est relative. Par conséquent, la définition de la diaspora, il faut la relativiser aussi. C'est en cela que je suis un peu en phase avec votre voisin. À mon avis, on peut simplifier les choses, bien que les choses paraissent si complexes. Et pour les simplifier, il faut dissocier l'État de la nation. Dès l'instant où on dit citoyen ivoirien de l'Est sérieux, je me définis comme membre de l'État de Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire. Quand on dit diaspora ivoirienne, on sous-entend l'attachement émotif que j'ai avec le pays d'origine, mais avec lequel j'ai même peut-être perdu la nationalité. De sorte que il y a deux consciences qui sont pas en conflit, mais qui sont en rapport. Une conscience émotive qui me rattache à une nation, qu'elle soit virtuelle comme les Juifs, et puis une conscience rationnelle qui est juridique, qui me renvoie à l'État. Donc, soit je me définis par rapport à l'État, en ce moment je suis national de l'extérieur, soit je me définis par rapport à une conscience sociologique, et je me dis, membre de la diaspora ivoirienne. Je vous donne des illustrations. On vient de faire le forum de la diaspora ivoirienne 2024. Et parmi les invités, il y a des Ivoiriens de l'extérieur, et puis il y a des membres de la diaspora ivoirienne au sens large du terme. Je vous donne l'illustration juste de quelqu'un qui est député italien. Donc je dis bien qu'il est député italien, qui siège au Parlement italien, mais qui est invité au forum de la diaspora ivoirienne et qui partage son expérience d'enfant de Côte d'Ivoire parti en Italie. Et quand il parle, ce n'est pas l'Ivoirien qui parle, même si sociologiquement c'est l'Ivoirien qui parle, c'est plutôt l'homme de la diaspora issu de la Côte d'Ivoire qui parle. De mon point de vue, on peut simplifier les choses comme ça, en partant de la nuance entre l'État et la nation, et d'ici appartient à la nation. Ça, c'est la conscience émotive. Alors, je relève la diaspora. Si je me considère comme membre de l'État hors du pays, en ce moment-là, je me considère comme un national qui est parti. Et comment? Sumaro, justement. Je crois que c'est tout l'intérêt de la question juive, en fait. Parce que la question juive, ça veut dire en d'autres termes, une nation hors d'un État. J'appartiens à une nation, mais cette nation-là, elle est en dehors de l'État. Ça, c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième chose, si je reviens à monsieur, je sais pas le nom, monsieur Edgar, je crois, je suis très sensible à ce que vous avez dit, sauf un petit point qui me titille un peu l'esprit. Quand vous dites que les diasporas sénégalaises contribuent et que vraiment c'est des contributions qui sont presque domestiques, qui ne rentrent pas forcément dans l'économie, et vous indiquez que ça, enfin pas dans l'économie, mais l'économie productive, c'est plutôt du social, et que par conséquent ça peut être considéré comme quelque chose qui vient lutter contre la pauvreté, mais qu'on ne peut pas l'évaluer en termes d'impact aussi efficace sur une économie, et vous estimez après que ce serait peut-être pas pertinent d'en faire un indicateur réel parce que ce n'est pas cette forme d'indicateur de puissance sur l'évolution de l'économie. Alors, la question que j'allais poser, c'est est-ce qu'il est impossible, parce que moi, c'est le défi que j'ai et c'est ce qui m'intéresse surtout, est-ce qu'il est impossible de muer cette contribution des diasporas qui est pratiquement sociale en une contribution économique productive réelle comme des agents pleins de développement qui prennent des parts dans des marchés, qui investissent dans des entreprises, qui créent des sociétés. Est-ce que c'est pas une hypothèse qui est envisageable? Elgas va retenir la question. Ouais. On va en prendre 3 autres.
à la file, on va les enregistrer et notre panel va y répondre parce que juste après, on a une autre activité. Et je m'arrête là. Hein. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Bakary Meïté, je suis ancien joueur de rugby professionnel et ancien capitaine de l'équipe de rugby de Côte d'Ivoire. Je voulais revenir sur les propos de Maboula tout à l'heure, avec qui je partage pas mal de choses parce que je suis dans le même cas. Je suis fils d'immigrés ivoiriens, né français, et je voulais qu'on approfondisse sur cette place que nous on occupe et savoir qui on est actuellement en fait. Est-ce que moi je suis considéré comme un fils d'immigré? Est-ce que je suis considéré comme un fils de la diaspora? Est-ce qu'il y a une distinction à faire? Ma place dans la société ivoirienne, je fais souvent le lapsus en disant j'aimerais revenir au pays, alors que je suis pas né dans ce pays et que je suis né en France et qu'aujourd'hui je suis dans le même cas que Maboula, j'ai un passeport qui est périmé, donc monsieur le consul, Décidément. prenez bonne note. Mais vraiment, la question, elle est là, c'est de savoir quelle est notre place à nous, enfants d'immigrés, qui souhaitent revenir dans un pays qui n'est, à l'état civil, pas le nôtre, mais dont on partage les origines, notre place dans la société française aussi. Moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent, et qui me posent la question de savoir si je suis né en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont la sensation que je suis né en Côte d'Ivoire, parce que j'entretiens un lien très étroit avec la Côte d'Ivoire. Et donc il y a tout ça. Donc j'aimerais qu'on puisse approfondir cette question tout simplement. Merci beaucoup. Maboula, tu retiens la question, c'est pour toi. On prend deux autres questions. On a monsieur devant. Bonjour à toutes et à tous, Malik Diabaté. Alors, je vais être rapide. Il y a un mouvement beaucoup plus global qu'on observe avec des pays, notamment le Bénin ou le Ghana, qui font appel, qui ont décidé des journées ou des années, comme on appelle le Year of Return, et qui font appel donc à même pas à leurs nationaux, à des gens, des personnes qui seraient afro-descendantes, qui seraient partout à travers le monde, en leur demandant ou facilitant leur retour dans ces pays-là, en donnant même la nationalité souvent, qui est une nationalité, on va dire, en griffe parallèle parce qu'ils n'ont pas forcément le droit de vote, ou tous les droits que les nationaux ont. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements-là qui sont en train de s'opérer et qui permettent assez aux gens à travers le monde entier de pouvoir revenir dans les pays africains sur la base de leurs liens séculaires millénaires souvent, parce que le président béninois, notamment, il est parti au Brésil pour pouvoir faire ces annonces-là en disant qu'il ouvrait la nationalité à des personnes qui pouvaient prouver qu'ils avaient un lien avec le Bénin, même s'ils sont civils et séculaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Une femme et on termine. On a une main levée de femme. Je pense que c'est bon. On va enchaîner. De toutes les façons, la modératrice est une femme, donc c'est pas grave. On va y aller. Elgas, c'était pour toi la question. Toute forme même de contribution solidaire et sociale est perçue, mesurée, justement, par les indices de développement du PIB. Donc, je ne suis pas en train de marginaliser tout ça. C'est quelque chose de parfaitement important. D'ailleurs, j'ai donné un chiffre qui est assez colossal. C'est 13% du PIB. Donc, c'est colossal. Sauf que je précisais que cet argent rentrait dans des logiques intrafamiliales et qu'à ce titre, c'est pas un argent qui est mobilisable dans une dimension macroéconomique. Si on fait des travaux publics pour construire des écoles ou des hôpitaux à Abidjan, que c'est porté par la puissance publique, ainsi de suite, c'est quelque chose qui a une grande force. Est-ce que les immigrés peuvent le faire? À travers cet argent, ça me paraît difficile. Mais je peux vous soumettre une idée. C'est une idée que très généreusement je partage. Je pense que les pouvoirs africains pourraient gagner énormément d'argent. C'est-à-dire, il n'y a aucune société de transfert d'argent nationale dans les pays africains. Au Sénégal, on n'en a pas. On a une structure qui s'appelle Wave. On a Orange Money, et ainsi de suite. Personne n'y a pensé. On pourrait totalement défiscaliser une société comme ça et ponctionner sur les transferts d'argent de petites sommes symboliques qui peuvent financer des politiques publiques. C'est quelque chose qu'il faudrait investir sans être dans un nationalisme économique, ainsi de suite. Donc, c'est un aspect important. Le deuxième point que j'aimerais... Alors,
On est dans un cadre fort agréable, les gens ont l'air bien sympathiques, mais je vais faire le mauvais messager de quelque chose que je perçois à Paris. Parmi les migrants ou les immigrés, on utilise la terminologie que l'on veut, il n'y a aucune malveillance ou stigmatisation dans mon propos. Parmi les mineurs isolés, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Je ne sais pas si c'est une réalité qui vous est connue. Et moi, pour avoir été prof de lettres dans les lycées parisiens, c'est un aspect qui est très, très important. Beaucoup de jeunes Ivoiriens, je vais dire, sont dans des situations très, très délicates à Paris. Et c'est là où j'ai envie de vous poser une question de réflexion à vous, c'est-à-dire, pourquoi un pays où les promesses économiques visiblement font des envieux, où Abidjan est en train de devenir justement the place to be pour une diaspora qui est dans une logique de classe, parce que ça, on l'évoque pas. C'est-à-dire, personne ne peut se permettre de rentrer. Il y a des gens qui peuvent rentrer et rentrer sans perdre ses privilèges. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui rentrent font partie du haut du panier. Et donc, on ne pourra pas différer la question des tensions de classe à l'intérieur de la diaspora. Et je donne un exemple pour terminer. Quand Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée le président ghanéen, il y a quelques années, grand faste dans les jardins de l'Élysée, magnifique, et toute la petite classe élitiste africaine qui était là faisait des selfies, costumes bien sanglés. On disait que c'était les happy few qui avaient réussi. Et au même moment, au Panthéon, il y avait les Gilets noirs qui avaient fait un assaut au Panthéon pour réclamer d'être régularisés. Ça, c'est l'exemple le plus éloquent que les diasporas sont traversées par un conflit de classe souterrain qui est très, très fort. Ceux qui sont à la Défense à Paris, qui font les after-work, ne sont pas forcément ceux qui se réveillent à Montreuil le matin pour aller travailler et nettoyer les bureaux. Et c'est pourquoi, tant qu'on ne parle pas de ces questions-là, on peut avoir une vision très idéaliste, justement, et on ne fait que participer à un récit très néolibéral en disant oui, la diaspora va sauver les choses parce que les problèmes sont beaucoup plus souterrains et beaucoup plus délicats. Et il faut avoir l'humilité d'aller les affronter avec toute la pédagogie qu'il faut et ne pas rester dans des récits d'illusions qui sont parfois une certaine forme de paresse. Et même si on utilise un mot très très fort, de lâcheté face à des problématiques sociales intérieures qui sont les plus lourdes. Et ça, je voulais vraiment le partager avec vous parce que je le perçois à Paris, je le perçois dans beaucoup de pays africains et le nombre de retours est parfaitement marginal et la diaspora ne sauvera pas la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens à l'intérieur, par leur ingénierie, par des systèmes politiques performants, par un regard économique qui vont le faire. Parce que jusqu'à présent, la contribution de la diaspora, elle est importante, mais elle n'est pas décisive. J'ai l'impression que, ok, c'est bon, ça va. C'est bon. Et c'est? Donc en fait, j'ai pas de réponse toute faite à apporter, évidemment, hein, comme vous avez compris la façon dont je fonctionne depuis tout à l'heure. Mais je pense que vous comme moi, on fait partie de la génération imprévue. C'est-à-dire que on fait partie de la génération qui est venue après celle des premiers départs. Donc de la Côte d'Ivoire vers la France, le moment où la question du retour elle se posait de manière très concrète, le moment où les personnes qui venaient en France ont sincèrement cru qu'ils allaient rentrer au pays, jusqu'à ce que, enfin je sais pas moi, je me souviens au moment de décès, la période du rapatriement des corps, jusqu'à ce que arrive le moment où les personnes décédées ont commencé à également être enterrés en terre française hexagonale. Et donc, quand je parle de la génération imprévue et de la génération qui est encore en construction, comme si nous étions le fruit, la matérialisation du non-retour, ou peut-être du non-retour permanent, ou peut-être du retour non envisagé, comme le vôtre ou peut-être le mien, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés en terre africaine et qui veulent maintenir ce lien avec
avec la nation, là c'est vraiment la nation et l'État-nation ivoirien tel qu'ils ils existent aujourd'hui, et qu'on n'avait pas envisagé. Nous, donc, tout est ouvert, même si j'ai pas de réponse. C'est à nous d'imaginer la place qu'on veut occuper. C'est à nous de réclamer peut-être la place ou ce qui nous est dû. C'est à nous d'être un peu peut-être des perturbateurs, perturbatrices, des dissidents, parce qu'on nous avait pas envisagé. Mais même si on nous a pas envisagé, même si on nous a pas prévu, il se trouve qu'on existe. Et comme on existe, on va faire ce qu'on veut. Et il n'y a pas de règles et on va créer des règles. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je sais qu'on peut faire, mais ça dépend de nous parce qu'on n'était pas prévu. Voilà, et qu'on peut appartenir à plusieurs espaces en même temps et c'est tout. C'est comme ça. Donc On a la dernière question. oui. Donc oui, voilà. Donc la dernière question c'était par rapport aux politiques menées par le Ghana et le Bénin et des politiques mémorielles qui accueillent, qui disent accueillir les membres de la diaspora mais plus ancienne. C'est vraiment un appel à cette diaspora de l'Atlantique noir ou des Amériques, en tout cas les descendants des personnes qui ont été réduites en esclavage. C'est pas une question nouvelle. Elle est présente. Les politiques sont nouvelles. Si on regarde encore une fois les États-nations, de toute façon le Ghana comme le Bénin sont des États-nations plutôt récent historiquement, mais dès sa fondation, le Ghana, dès 1957, il bénéficie de l'accès au pouvoir de Kwame Nkrumah, qui était un panafricaniste, qui avait étudié au Royaume-Uni, qui avait étudié notamment aux États-Unis et dans ce qu'on appelle les HBCUs, Historically Black Colleges and Universities, les universités noires, et qui avait été très influencé par Marcus Garvey et l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, qui prônait déjà depuis les années 1910 un retour vers la terre africaine. Et donc l'étoile que l'on retrouve, l'étoile noire que l'on retrouve sur le drapeau ghanéen, instauré sous Kwame Nkrumah, premier ministre et premier président du Ghana à partir de 1957, est une référence directe à Marcus Garvey, à Miachoud Garvey, à Mujax Garvey et cette UNIA-là. Donc, on voit bien que, même si aujourd'hui on parle de 2024, on voit bien que on est revenu rapidement à 1957. On est revenu au début du XXe siècle avec Marcus Garvey, l'UNIA, ces Jamaïcains qui s'installent aux États-Unis et qui veulent faire la promotion, une sorte de promotion d'un panafricanisme radical dès le début du XXe siècle. Donc, c'est pas nouveau. L'instauration de ce qui s'appelait la Black Star Line était, entre autres, parce que c'était pas son seul but, était d'organiser, de transporter les Noirs des Amériques vers le continent africain, qui est le continent d'origine, très lointain, une origine très lointaine, mais une origine quand même, et en ciblant particulièrement le Libéria. Et pourquoi le Libéria? Parce que des Africains américains étaient revenus au Libéria à partir du 19e siècle. Je crois que l'indépendance du Libéria, c'est 1847 ou 1848. La première phase de ce qu'on a appelé la colonisation du Libéria, je crois que c'est à partir de 1816. Donc encore une fois, c'est une longue histoire. Cette idée pour les Noirs des Amériques, et quand je dis les Amériques, c'est tout le continent et pas seulement les États-Unis, les Noirs des Amériques, que face à une impossibilité d'intégration sur un pied d'égalité à leur nation, dans les nations au sein desquelles ils se trouvent, il y a cet espoir d'un ailleurs, il y a cet espoir d'une terre-mère, d'un lieu originel au sein duquel il pourrait se passer quelque chose de mieux. Et il y a eu des retours comme ça. Donc le Libéria a été créé de cette façon. Je vais passer outre les tensions qui ont eu lieu entre ces personnes qui revenaient des États-Unis et les populations autochtones qui étaient sur place, qui n'avaient rien demandé et qui se sont vues incorporées dans une nation, de même que dans un État-nation qui n'ont rien, qui n'avaient pas prévu. Pour le Bénin, je pense à ceux qui sont repartis du Brésil au 19e siècle également. Je pense aux Malais, par exemple, qui étaient des Africains musulmans qui avaient fomenté une révolte d'esclaves et qui ont été expulsés de l'île. Pas de l'île, pardon, du Brésil. Et ceux qu'on appelle les Agoudas, qui sont revenus sur la côte béninoise et nigériane, ont aussi une trajectoire très intéressante parce que eux, quand ils sont revenus en terre africaine, ils sont comme revenus chez eux,
mais ils sont revenus transformés parce qu'ils avaient passé du temps, au Brésil. Ils ont également participé à la traite des esclaves et ils ont cultivé cette fois le fantasme où ils ont participé à l'idéalisation du Brésil d'où ils venaient. Donc les architectures des maisons étaient particulières, la mode était particulière, le style vestimentaire. Donc on sait plus où est la maison. Enfin, est-ce que la maison c'était l'Afrique et c'est un concept flou, l'Afrique retrouvée, ou est-ce que c'est le Brésil qui était la terre du désespoir mais qui devient la terre maternelle parce qu'on l'a. Pardon, Maboula, je t'interromps un peu. Pardon, parce que je me suis enflammée. Oui, pardon. C'est que là, ça nous ramène un peu à la discussion qu'on a eue sur le chez-soi aussi. Exactement. Voilà. Donc, il y a un besoin aussi de faire ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pertinent, cette nouvelle tendance qui arrive? Justement, vraiment, j'allais y venir et je m'arrêterai là. C'est pas une nouvelle tendance. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que même en 1957 au Ghana, Kwame Nkrumah a fait appel à la diaspora, des intellectuels. W.E.B. Du Bois, il est mort au Ghana, donc ce grand intellectuel états-unien. Des Anglais d'origine caribéenne sont venus au Ghana pour participer à l'élaboration de cette nouvelle nation indépendante. Donc je pense que voilà, pour conclure, que ce qui se passe donc en ce début du XXe siècle, peut-être qu'on peut le comprendre à l'aune et en connaissance, en conscience de ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir tirer des leçons. Au lieu de se dire, c'est nouveau, c'est le Ghana qui a fait ça, il y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. Donc, apprenons du passé pour essayer de corriger le passé, réparer et d'éviter les erreurs et les écueils qui ont déjà été commis. Sinon, on ne fait que répéter, on n'apprend rien. Au final, les personnes de la diaspora qui sont venues pour aider à l'élaboration de la nation ghanéenne à partir de 1957, dès que Kwame Nkrumah il a été on l'a fait partir du pouvoir, on les a expulsés eux aussi. Donc ces tensions entre la diaspora et les populations autochtones locales, c'est une vieille question. Donc il faut qu'on la règle, mais pour la régler, il faut savoir que la question est ancienne et il faut tirer les leçons de ces chapitres passés de l'histoire. Je suis désolée Orphélie, je suis très bavarde. C'est très bien. Moi j'aurais voulu qu'on s'étale et qu'on en parle encore et encore, mais on a encore d'autres activités à mener, d'autres échanges à avoir sur d'autres thématiques. Déjà merci pour votre disponibilité, pour votre générosité aussi, à tous les trois. On a appris énormément de choses. On a de quoi réfléchir en rentrant chez nous. On va enchaîner avec une autre activité. Ça va être des partages de témoignages. Mais déjà, j'aimerais un peu récapituler sur tout ce qu'on a pu aborder. On a tenté de définir la diaspora. Je vais pas dire qu'on a défini la diaspora. On a tenté de la définir. Chacun ira avec sa conclusion. On a essayé de voir les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et la France, les pays africains et la France, parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. On a vu aussi ce qui est mis en place avec le consul pour accompagner la diaspora. On a eu un paysage des mobilités en termes de diaspora. Pourquoi est-ce qu'on part? Qui sont ceux qui partent? Les flux financiers, c'est quoi le pourcentage que ça représente? Voilà à peu près tout ce qu'on a pu aborder au sujet de la diaspora. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez beaucoup appris avec nos intervenants. J'espère qu'ils seront un peu disponibles après pour qu'on leur pose des questions. Je vous remercie beaucoup. Sous vos acclamations, on va leur dire encore merci. Merci Ophélie. Merci beaucoup à nos panélistes. Encore, on va les laisser se rasseoir sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un panel riche, extrêmement riche. Je vous invite à aller vous rasseoir sous les applaudissements du public. Merci beaucoup. Vous allez applaudir aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce qu'aujourd'hui, c'est du lourd, d'accord? Alors, nous allons passer à la deuxième activité de ce jour. Orphélia, merci de rester. Merci pour l'expertise et la merveilleuse modération que tu fais. Tu resteras donc pour la deuxième activité. C'est ça. Je vais maintenant appeler ces personnes qui vont témoigner, 3 plus particulièrement. Et après, je vois de très, très jolis visages. Et ça sent l'expérience déjà dans vos faciès. Donc, ce sera un temps aussi pour vous, pour pouvoir partager vos expériences, que ce soit ceux qui viennent d'arriver, à qui on dit encore Akwaba, et que ce soit ceux qui ont encore un tout petit peu plus d'expérience. Je demanderai donc
à Madame Stéphanie Diarra-Souba, fondatrice de Journey, de s'approcher, de prendre place sous vos applaudissements pour entendre son témoignage. Merci. S'en suivra un fondateur, lui, de Nickel Services, Monsieur Uchist Doni. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Et je terminerai par une artiste. Les créatifs, c'est assez particulier, leur parcours, toujours dans toutes les industries, y compris lorsque l'on parle de mobilité internationale. Madame Ruth Tafebe, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour elle aussi. Et je me permettrai de repasser la parole à Orphelia. Merci. Là, il sera question de témoignage. On va vous donner le temps de vous exprimer, de dire qui vous êtes, de partager votre expérience à l'extérieur. Et juste après, le public pourra poser ses questions, partager peut-être aussi son expérience à la lumière de ce que vous avez expérimenté. Donc, on a Wanchist. J'espère que je dis bien ton nom. C'est bon? On a Ruth et on a Stéphanie. On va commencer, Ruth. Est-ce que tu peux partager ton expérience? Je rappelle que Ruth est artiste. Elle fait du jazz. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Mais elle travaille aussi avec les enfants. Elle a été longtemps à l'étranger et aujourd'hui, elle s'est réinstallée chez elle. Donc, Ruth, est-ce que tu peux partager ton expérience? Merci Arthur. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Ruth Tafebe. Je suis chanteuse, autrice, compositrice. Fondatrice de l'agence artistique Bologne Musique, porteuse de plusieurs événements, dont le principal est un festival qui est organisé dans la ville de Bouaké et dont la 3e édition vient d'avoir lieu il y a une semaine, mais la dernière représentation a eu lieu hier à l'Institut français en décalage avec les actes principaux qui sont à Bouaké. Et je suis née ici à Abidjan. Il paraît que les femmes ne disent pas leur âge, mais je pense que ça sert dans le témoignage aussi de dire qu'il y a près de 50 ans, de 2 parents enseignants. Je tiens à le préciser parce que je pense que ça a un impact évident dans la façon dont ils ont choisi d'éduquer leurs enfants. Je suis née dans une famille de 10 enfants. Je suis l'avant-dernière. Comme on dit ici, même père, même mère. Et je suis revenue vivre en Côte d'Ivoire il y a 8 ans, après avoir passé 26 ans à l'étranger, en France principalement, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique, un peu au Royaume-Uni aussi. Et toutes ces années passées loin de mon pays ont forcément un impact sur qui je suis aujourd'hui, comme dans la vie de tout un chacun. Et les choix qui m'ont poussé à venir ici, on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je précise, et c'est de l'ordre personnel, mais je pense que c'est compréhensible parce que mes parents sont enseignants de formation. Ils sont de 2 obédiences religieuses différentes. Donc pour moi, l'altérité fait partie de mon ADN. C'est normal. L'autre n'est pas différent. L'autre est juste autre. Et ma mère, en tant que musulmane, a forcément un attachement très particulier au voyage. Parce qu'on parle beaucoup du pèlerinage à la Mecque et tout ça, parce que c'est quelque chose que chaque musulman se donne les moyens d'accomplir dans sa vie. Mais ce qui est important dans la vie religieuse du musulman, c'est le voyage. C'est d'aller rencontrer l'autre. Donc, toutes ces choses font que, pour moi, le voyage était quelque chose qui était inscrit dans ce que mes parents envisageaient comme modèle d'éducation qu'ils donneraient à leurs enfants. Donc, ceci étant dit, je suis revenue il y a 8 ans et j'ai créé une agence artistique qui porte ce festival qui me tient à cœur dans la ville de Bouaké où j'ai grandi et que j'ai quitté très tôt, à un moment où la Côte d'Ivoire connaissait, je dirais, ses premiers troubles réels, c'est-à-dire en 90, l'année blanche, donc une année au cours de laquelle nous n'avons pas pu aller à l'école, sauf si nos parents avaient décidé à un moment ou à un autre de nous inscrire dans un système international,
ce qui était difficilement envisageable pour mes parents, même s'ils ont finalement décidé de m'envoyer à l'étranger pour poursuivre mes études. Donc, pour rejoindre les définitions sur lesquelles on a eu du mal à s'accorder au préalable, moi, mon déchirement, mon conflit, ça a été ça. Ça a été l'année blanche, ça a été les premiers troubles au campus qui ont été traumatisants pour nous qui grandissions dans une Côte d'Ivoire un peu cocon. Voilà, un meurtre sur le campus, avec tout ce qui s'ensuit, le multipartisme. Quelques années après, la mort de celui qu'on appelle encore le père de la nation, alors que nous étions loin. La dévaluation. Donc, les années 90, passées loin de chez moi, adolescente. Et puis, bon, après, la vie a pris son cours. Mais ce sont ces éléments-là que je voulais préciser dans mon parcours. Voilà. En tout cas, ça fait très bien écho au panel qu'on vient d'avoir. C'est un vrai cas d'école. Merci beaucoup, Ruth. Wanchist, est-ce que tu peux te présenter? Je précise qu'il est très timide. Bon. Mais ça va venir. Il a une expérience très intéressante. C'est important qu'il soit présent. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Quand il va porter la voix. Ce n'est pas évident de parler devant une assemblée avec d'illustres personnalités, toutes ces personnalités ici présentes. Il faut avoir l'habitude. Je sais pas comment les autres font. Alors, pour parler déjà, avec tu peux autant nous dire d'aisance. Moi, je vais déjà te poser des questions. Je suis Wanchist Edonier. Et j'étais en France pendant 7 ans. OK. À la base, je suis parti dans le cadre d'une co-tutelle de thèse. C'est un accord entre 2 universités qui autorise les chercheurs de ces 2 universités à poursuivre leurs recherches dans l'autre université. Donc, j'étais en France pour mes études. Et bon, je suis arrivé en France. J'ai découvert un très beau pays. J'ai découvert en même temps la réalité du fait que je venais d'un pays pauvre. Parce que ça frappe aux yeux de voir le pouvoir d'achat là-bas et le pouvoir d'achat ici. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai découvert que c'était l'Eldorado, en tout cas, pour ceux qui veulent faire la recherche. Il y a des bibliothèques quand même dans les villes les plus petites. Vous avez des bibliothèques partout. Et ça, vraiment, c'était quelque chose de très intéressant et vraiment de très marquant. En même temps, il me fallait faire face à 2 défis. Et le premier défi, c'est celui de finir la thèse. Et le deuxième défi, c'était celui de pouvoir financer cette thèse. Donc, j'ai eu la chance d'avoir du travail dans la petite ville dans laquelle j'étais, à la ville de Limoges. Il faut se réveiller à 4 heures. Travailler de 4 heures jusqu'à 11 heures, midi. Quand tu arrives, tu ne peux que dormir. Laisser le corps se réveiller tout seul, se reposer. Après, travailler, continuer ses études, continuer ses recherches. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu finir ma thèse 3 ans plus tôt. 3 ans plus tard. Merci, c'est très encourageant. Et donc, quand j'ai fini en 2019, fin 2019, on entrait en 2020 avec la crise du coronavirus. À la base, j'avais vraiment le projet de revenir en Côte d'Ivoire après ma thèse. Et il y a eu la crise du coronavirus, toutes les difficultés financières qui s'accompagnaient, une baisse des opportunités. Et parallèlement aussi, il y avait ici en Côte d'Ivoire la difficulté, des problèmes de recrutement au niveau des docteurs. On a ce qu'on a appelé la crise des docteurs non recrutés. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'avoir une expérience professionnelle pendant quelque temps, histoire de faire un peu d'économie, tout ça. Les choses sont pas passées telles que je voulais. C'est vrai que j'ai eu des expériences dans l'enseignement. J'ai enseigné dans quelques écoles aussi en France, tout ça. Mais les choses sont pas passées telles que je voulais. Et après, il y a eu des difficultés à renouveler mon titre de séjour. Voilà. Donc, il fallait que je revienne. Donc, c'était une situation assez difficile parce que j'ai attendu pendant près de 9 mois une réponse de la préfecture pour savoir est-ce que je reste ou est-ce que je dois repartir.
Et là, j'ai vidé mes économies, tout ça. Et heureusement, il y avait un dispositif qui est celui de de l'aide au retour volontaire. C'est un dispositif qui est piloté par une organisation, une structure de l'État française qui s'appelle l'OFI. Donc, je pense Office française d'intégration et d'immigration. Voilà. Donc, ce dispositif, c'est que il vous aide à revenir au pays en payant déjà le billet d'avion, tout ça. Et arrivé au pays, ils peuvent aussi financer un projet. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu être, je suis rentré au pays et ce dispositif s'est activé en sorte que j'ai pu bénéficier d'une aide au retour volontaire. Mais c'est une aide pour vraiment ouvrir un projet, une entreprise, et puis vraiment travailler à ce qu'elle puisse croître. Donc, j'ai mis en place la plus efficace des entreprises de nettoyage et d'entretien de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon ambition et je travaille à cela. Et donc, depuis mon retour, je travaille à faire en sorte que cette entreprise puisse croître. Et parallèlement, j'enseigne dans le privé. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. S'il y a des questions, je pourrais continuer. Merci. Oui. Expérience. Avec plaisir. Alors moi, je suis née en Côte d'Ivoire, mais de mes 0 à mes 2 ans, et ensuite mes parents sont allés s'installer en France. Donc j'ai été coupée très tôt. Pardon. C'est bon? Je peux y aller. Ok. Donc j'ai été coupée très tôt, mine de rien, de mon pays natal. Et donc en France, j'ai pu évoluer, j'ai pu structurer mon parcours professionnel, etc. Même étant jeune, mes parents ont toujours eu le souhait qu'on garde en tout cas ce lien avec le pays. Donc c'était beaucoup pendant les vacances d'été, c'était on revient en Côte d'Ivoire et puis on rentre pour la rentrée. Donc c'est vrai que moi la vision que j'avais plutôt de la Côte d'Ivoire à ce jeune âge, c'était le lien familial. C'était donc revenir au pays, voir ses cousins et puis ensuite rebelote, retour à Paris, etc., etc. Et donc j'ai toujours structuré mon parcours professionnel, etc. Mais jamais, je me suis jamais vraiment posée sur où est-ce que j'aurais voulu évoluer ou même sur ma vie personnelle entre guillemets. C'est en 2001. Donc après l'année 2001, donc mes dernières vacances ici en Côte d'Ivoire et après ça coupure totale, donc parce que voilà, dû à la situation, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais eu entre guillemets ce besoin ou je l'ai pas exploré comme tel, mais je me suis dit tiens, je vais aller explorer d'autres pays, etc. Donc c'était l'occasion. Et c'est en 2018, donc où avec mes cousins, donc événement heureux, etc. Donc ce retour enfin en Côte d'Ivoire où je peux en tout cas voir le pays avec un regard d'adulte surtout, donc prendre conscience de l'environnement économique et social, et c'est surtout là où ce qui me frappe, c'est ma double culture. En fait, mine de rien, parce que c'est vrai que quand on est en France, on est en France. Alors oui, on va garder certaines coutumes et autres à la maison, mais une fois qu'on sort, ça reste à la maison. Et donc c'est en revenant en 2018 où je me rends compte que je veux découvrir davantage la Côte d'Ivoire, tout simplement mon pays natal. Mais c'est peut-être pas le bon timing pour moi, professionnellement parlant. Donc je retourne en France, mais je garde toujours cette perspective en tête je veux revenir et je pense que je vais venir m'installer. 2019, rebelote,
encore un mariage, tant mieux. Et donc, c'est vraiment cette année qui confirme mon souhait de venir m'installer en Côte d'Ivoire. Alors, je n'avais pas forcément de timing ou autre, mais je savais que j'allais le faire. Et puis ensuite, le Covid, etc. Grosse remise en question aussi par rapport à mon parcours professionnel où je sens que c'est aussi le temps pour moi de me lancer à mon compte. Donc, je romps avec mon ancienne entreprise, etc. Et puis en fait ça a été juste logique. C'était jusqu'à présent le lien qui te maintenait entre guillemets en France, c'était plus peut-être l'aspect professionnel entre guillemets. Maintenant que ce lien est coupé, pourquoi pas. Et puis c'est comme ça que je me lance je lance en tout cas les actions pour venir m'installer ici en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait très vite, honnêtement. J'ai pris la décision et quelques mois après, j'étais déjà j'avais déjà mis mon appartement en préavis et j'étais déjà en train de faire mes valises pour venir m'installer. Et cette fois, ce n'était pas que pour me reconnecter avec la famille, donc les cousins, etc., mais c'était vraiment pour découvrir cette double culture qui me manquait. Donc voilà un petit peu. Tu as eu un travail tu as eu un travail en Côte d'Ivoire avant de venir? Oui, alors c'était pas forcément prévu, c'est-à-dire que honnêtement, j'avais pris la décision de venir m'installer. J'étais pas du tout en recherche pour le coup. Je savais que je venais et en fait l'opportunité s'est présentée comme telle où effectivement j'ai pu intégrer une société ici avant de venir m'installer. Mais sans ça, tu serais quand même venu. Ah totalement. Je l'ai dit en entretien d'ailleurs. Avec ou sans l'opportunité, je viens quoi. Parce que j'avais déjà pris la décision. Et une fois sur place, tu allais voir quoi faire. J'avais déjà lancé mon entreprise en France, donc j'étais déjà à mon compte, donc j'avais pas forcément cette attache là entre guillemets. C'est quelque chose que je peux faire à distance parce que je suis dans le recrutement et dans tout ce qui est transformation digitale pour les métiers RH. Donc honnêtement, c'est quelque chose que je peux faire partout. Ok, donc c'était plus simple. Ok, donc on a trois expériences un peu différentes. Merci pour le partage. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions pour eux, mais on a déjà entendu les difficultés de Wanchist. Peut-être que je te demanderai à toi, Ruth, est-ce que tu as connu des difficultés en tant que personne de la diaspora, parce que tu étais d'abord en Côte d'Ivoire, contrairement à Stéphanie qui a fait juste 2 ans avant de partir. Est-ce que ce changement de cap-là, tu as senti des difficultés sur le terrain? Alors, j'ai senti que c'était pas forcément évident pour tout le monde. Mais personnellement et en toute honnêteté, moi, les premières années en France, je les ai pas trouvées difficiles. Déjà parce que c'était un voyage. Je partais pas pour m'installer ad vitam aeternam et qu'il y avait pas de date, il y avait pas de... Bien sûr, il y avait les problèmes au pays qui faisaient que le retour ne serait peut-être pas imminent, mais il y avait cette idée de tu vas voir ailleurs comment ça se passe et voilà. C'est plus avec les difficultés en Côte d'Ivoire et le fait que les choses commencent à être inenvisageables. Et puis aussi les personnes qu'on a commencé à rencontrer. Je pense à ce que Monsieur le Consul disait tout à l'heure, le changement des populations ivoiriennes à l'étranger, qui nous faisait réaliser que les choses n'étaient plus comme avant au pays. Et que, par exemple, moi, mes grands frères et grandes sœurs qui avaient eu le même parcours que moi, la plupart de leurs amis en France ou ailleurs où ils étudiaient, c'était des étudiants. Et nous, on a commencé à avoir une autre population, différents milieux, avec différentes problématiques, qui nous ramenaient même une idée, une image de la Côte d'Ivoire que nous, on n'avait pas forcément. Moi, j'ai grandi à Bouaké. Et à Bouaké, ça reste, c'est la 2e ville du pays, mais c'est quand même, ça reste une ville de taille moyenne où on se fréquentait tous, j'ai envie de dire presque sans trop de barrières sociales. Et donc toutes ces difficultés de la communauté ivoirienne qu'on commence à réaliser une fois qu'on est à l'étranger nous font comprendre que le retour au pays n'est pas si évident que ça. Et c'est là où les choses se compliquent parce que forcément moi j'ai commencé à avoir un autre regard sur les difficultés qui existaient déjà mais qui ne me paraissaient pas très compromettantes parce que j'étais là de passage. Donc ça s'est manifesté tout simplement quand j'ai dû rentrer les grandes vacances où j'allais avoir 18 ans. J'étais suffisamment apeurée par l'idée de ne pas obtenir mon visa ici ou d'avoir des difficultés parce que j'entendais les témoignages
que avant mes 18 ans, j'ai commencé à faire la file à la préfecture de Montpellier. Et puis, on pourrait rentrer dans des détails, mais ce sont vraiment pas des situations qui sont simples à vivre quand on est adolescent et qu'on n'est pas venu dans cet esprit-là. Donc ça a été les moments de première concrétisation des difficultés. Avant ça, il y a eu des difficultés, mais qui sont celles de tout foyer, je dirais, quand on a des enfants à l'étranger ou qu'on a des enfants à qui on doit payer un loyer, qui sont pas boursiers, des choses comme ça. Comme je dis, mes parents, ils sont enseignants, hein. Ils ont bien travaillé, mais ils étaient pas milliardaires non plus. Donc, il y avait, eu des difficultés du mandat qui arrive tard, du haut de mes 16 ans, de devoir répondre aux propriétaires, de dire, ah non, monsieur, le mandat n'est pas arrivé, voilà, bon. Voilà, c'était des difficultés, mais je pense elles n'étaient pas seulement liées à ma condition d'étrangère en France. Voilà. On va tout de suite se diriger comme ça vers le public. Peut-être que vous avez envie de partager vos expériences. Je vais lancer une question. Est-ce que parmi vous, en tout cas ceux qui sont dans la diaspora, qui l'ont été, est-ce que vous avez bénéficié d'un réseau peut-être qui vous a aidé à revenir au pays? Est-ce que vous appartenez à un réseau, une association? Et est-ce que vous avez envie de partager votre expérience sur le sujet? Traoré Adama, je suis donc pharmacien. Je suis parti en 95. Il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, je pense. Et j'ai passé plus de temps en Europe qu'ici. Depuis 2016 ou 15, je crois, je faisais la démarche de vouloir revenir pour aider, parce que il y avait une question, est-ce qu'il y a une obligation de rendre quelque chose? Moi, je pense que oui. Pour des gens, je suis le produit même de l'école républicaine. J'ai eu une bourse de la 6e jusqu'à ma thèse. Donc, pour moi, ça me paraissait normal de revenir à un moment donné pour rendre cela. Mais c'était quasiment impossible parce que le système était verrouillé, la légitimité, pourquoi tu viens, pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin de toi, les choses ont évolué. Et juste une parenthèse, moi j'ai bossé dans toutes les grandes marques dans l'industrie. J'ai travaillé j'ai commencé par Chanel, L'Oréal, LVMH. Bref, j'ai fait toutes les grandes marques. Et je rentrais par la porte et après je sortais par la fenêtre parce que je me rendais compte qu'il y avait un plafond de verre. La position que j'ai pu avoir maximale était sous-directeur, mais jamais de direction. Donc, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer? Heureusement que j'appartiens à l'ordre des pharmaciens. Donc, quand j'ai décidé de rentrer, effectivement, j'ai activé ce réseau. C'était quasiment impossible de rentrer dans les structures classiques. Donc, il fallait racheter quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai racheté une pharmacie et aujourd'hui, j'ai une vingtaine de personnes que j'embauche. Et j'aimerais comme ça que des expériences et des modèles comme ça puissent servir. Étant en France, j'ai jamais eu écho de la diaspora, de l'organisation de la diaspora. Comment est-ce qu'on structure les gens? Comment est-ce qu'on identifie les élites? Peut-être que ça existait, mais moi, j'ai jamais été contacté. Et je pense que peut-être que c'est quelque chose qu'il faut creuser davantage pour voir comment est-ce qu'on peut recruter ces gens-là. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup d'engagement, je pense, derrière. Mais je suis très content de rentrer et de contribuer à ma modeste façon. Oui, et j'ai une question à l'endroit du directeur de la diaspora. Je veux savoir, moi je réside en France aujourd'hui, j'ai un projet de retour aussi en Côte d'Ivoire. Et tout comme le docteur Traoré, moi j'ai pas bénéficié d'un réseau particulier en dehors de Abidjanese Intech. Donc, je veux savoir comment est-ce que le directeur de la diaspora arrive à faire passer des messages à la diaspora en France parce que nous, on les perçoit pas. Je ne sais pas si c'est un réseau de proches ou bien c'est ouvert à toute la diaspora ivoirienne en France. Voilà. On va rapidement rapprocher le micro du directeur de la diaspora. Il est juste devant. Bon, il faut commencer par dire que c'est pas un réseau d'amis, c'est pas un réseau de proches. La diaspora, c'est tous ceux qui sont hors du pays, mais qui se sentent attachés encore à ce pays, qu'ils aient la nationalité ivoirienne ou pas. J'évoquais récemment la question du forum qui vient d'être organisé. Moi, je viens de Paris, ça fait pas 3-4 jours, pour une activité justement avec la diaspora ivoirienne à Paris. C'est une activité de cartographie, d'études qui a été menée. Sur plus de 1000 et quelques personnes qui ont pu souscrire, qui ont participé à cette cartographie. On a les résultats qu'on peut mettre à votre disposition. Et puis, il y a un grand projet de digitalisation qui est en cours.
qui va permettre justement d'interagir sur la question de l'accompagnement direct des diasporas à participer justement au développement du pays. Au-delà de ça, il y a un fonds qui est disponible, un fonds dédié à l'investissement qu'on peut saisir via la DGIE. Voici un peu quelques réponses, mais je pourrais donner davantage de détails après. Merci. Comment les gens peuvent entrer en contact avec vous et être exposés à tout ce que vous leur proposez? Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Oui, il y a une page Facebook, mais c'est pas suffisant, hein. Il faut aller vers un outil interactif réel qui est vraiment en cours d'élaboration. Au-delà de ça, nos locaux existent, c'est ouvert. Comme l'administration est publique, on peut avoir accès à nos locaux, rencontrer tout le personnel. Il y a des services dédiés. Il y a un service dédié au retour, on l'évoquait à l'instant. Il y a un service dédié justement à la mobilisation des compétences et des ressources qui existe, qui est opérationnel. Il y a un service social qui existe pour les assistants supérieurs. Donc, de façon physique, c'est d'avoir accès aux locaux, comme on le fait dans l'administration en général. Mais comme je le dis aussi, il y a un processus de digitalisation qui est achevé, enfin avancé, qui est en cours. Merci. Sinon, on peut donner un numéro aussi, s'il y a un infoline. Mais bon, on va prendre... mais je peux vous donner un numéro. Il faut pas exploser le téléphone, en fait. Sinon, je peux. Donc, madame, après, vous pouvez vous rapprocher de monsieur. C'est plus simple. Voilà. Il est juste devant le monsieur en costume. On boucle avec une dernière question. Il y a une dame qui lève la main parce qu'on a des ateliers juste après, donc on court avec le temps. Bonjour à tous. Je suis docteur Sako Mariam, donc j'ai un peu la même préoccupation que ma collègue derrière. C'est vrai qu'on est à l'ambassade de France, mais on parle beaucoup de diaspora en France, mais moi j'étais au Canada par exemple, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi, des amis qui souhaitent rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il faut trouver un travail d'abord, et il n'y a aucune communication. Moi je ne savais même pas que ça existait, cette direction de la diaspora. Voilà, comment on rentre en contact. J'ai des cas concrets, des gens qui veulent vraiment rentrer, pour lesquels je joue l'office d'une agence d'intérim, à qui j'envoie des annonces de travail, mais on se sent abandonné. On est en train d'aller sur la fin, mais c'est juste qu'il faut qu'on soit rigoureux sur le timing. De toutes les façons, cette question, vous pourrez la diriger vers c'est peut-être le directeur de la diaspora encore, hein. Vous pourrez peut-être lui poser la question. J'ai l'impression on a besoin de vous, monsieur. Voilà. Donc, on se dirige, on est à la fin de ce petit échange. On aurait voulu passer plus de temps avec vous, mais il y a énormément de choses à dire et de toutes les façons, il y aura des ateliers spécifiques, c'est bien ça, qui ont été préparés pour vous spécialement en pensant aux différents profils ici présents. Merci pour votre présence, de nous avoir suivis comme vous l'avez fait. Je laisse le dernier mot à notre MC. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, applaudir pour Orphélia pour ses deux modérations. Les intervenants. Merci beaucoup. Et sans oublier les intervenants pour leurs riches témoignages. Vous imaginez bien qu'on n'en a pas parlé, mais il y a dû sûrement, dans tous ces sourires et dans toutes ces victoires, dû avoir des larmes aussi. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'ils regagnent leur siège? Je vous invite à regagner vos sièges. Merci beaucoup.